Ok, ferme les yeux et pense à la photo qui a le plus marqué l'histoire selon toi, vas-y. T'as forcément une image qui t'est venue en tête et peut-être même que c'est une de celles-là. Par exemple, celle-ci, tu la connais forcément, même si t'as pas une culture photo. Elle fait partie des photographies les plus iconiques de l'histoire. Dans une précédente vidéo, j'ai dit ça. Je pense pas que les photographies ont encore ce pouvoir de devenir iconiques aujourd'hui. Et ça a généré beaucoup de débats. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu plus ce que je voulais dire et pourquoi je pense que les grandes photos qui marquent l'histoire, il y en aura plus. Est-ce que tu sais quelle est l'image la plus vue et partagée à ce jour? Alors attends, non, on va pas commencer par là. Bon, là je suis à l'exposition Marc Ribou au musée des Confluences à Lyon. Si t'es dans la région, va voir cette expo, c'est exceptionnel. Marc Ribou, 100 photographies pour 100 ans, c'est le nom de l'exposition. 100 photographies qui vont couvrir toute son œuvre, de son travail de photoreporter à ses explorations en Asie, en passant par des photos plus poétiques, plus intimes. Moi j'ai beaucoup aimé la scénographie, c'est pas classé par ordre chronologique ou par genre, mais il y a une progression cyclique plutôt par des formes et par des idées. À noter que tous les tirages ont été faits sur Dibond et par le tireur historique de Marc Ribou. Tu trouveras même quelques images inédites qui ont été fournies par le musée Guimet qui gère le fond photo du photographe. Ok, je sais, la vidéo vient à peine de commencer, on fait déjà un aparté, mais et ça va, c'est la dernière vidéo de la saison, on chill, on discute. Retour sur cette image. On est à Washington le 21 octobre 1967 et la guerre du Vietnam est en train de devenir un des conflits les plus impopulaires de l'histoire des États-Unis, avec plus de 500 000 Américains qui vont perdre leur jeunesse là-bas. Ce jour-là, des milliers de personnes vont défiler pour protester contre cette guerre et ils tenteront même de pénétrer le Pentagone. Il y aura des centaines de blessés, bref. Au milieu de la foule, un Français qui n'a pas vraiment envie d'être ici parce qu'au pays sa femme est sur le point d'accoucher, mais Marc il est photoreporter pour l'agence Magnum, donc c'est son taf. Il y a passé la journée, il a quasiment épuisé tous ses films et alors qu'il décide de rejoindre l'aéroport, il est témoin de cette scène. Alors repose, désolé, il faut absolument que tu te renseignes sur l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Jane Rose Cashmere. Ici elle a 17 ans, elle est toute innocente mais elle va avoir une vie terrible. Elle va connaître la fin du mouvement hippie, la drogue, subir une agression du genre dont on peut pas trop parler sur YouTube, histoire de les invisibiliser un peu plus, et elle sera pas au courant que cette image va devenir mondialement connue pendant plusieurs années. Ribou et elle se sont rencontrés en 2003 dans une marche contre la guerre en Irak, sans plus de succès que celle-ci. Mais voilà, je rentre pas plus dans les détails. Cette image a fait le tour du monde, elle a intégré un patrimoine commun. Des gens qui n'y connaissent rien à la photo, ils connaissent cette image. Elle est allée jusqu'à intégrer la culture populaire. Tu pourrais me dire majoritairement occidentale, mais pas que. C'est cette photo qui a permis à Marc Ribou de faire le dernier portrait d'Ho Chi Minh et qui lui a ensuite ouvert les portes de l'Asie. Cette photo, d'abord média informatif, est ensuite devenue une œuvre d'art, et enfin une icône. Alors comment on fait pour qu'une image devienne si populaire qu'elle se transforme en icône? C'est pas facile à comprendre. Comme disait Doisneau, si je savais faire une bonne photo, je le ferais à chaque fois. Il le disait sur ce ton-là. Regarde la photo du même événement par le photographe Bernie Boston, Flower Power. L'image elle a été nommée pour le prix Pulitzer aux US. C'est cool, mais clairement, elle n'a jamais eu la même résonance mondiale. Déjà, ça tient à la puissance évocative de l'image en elle-même. Désolé Bernie, mais sans offense, mais cette photo, elle est beaucoup moins puissante. Elle est prise à distance, on n'est pas intégré dans l'action, et c'est bateau, mais la métaphore est moins prononcée. Une jeune fille habillée avec des fleurs représentera toujours un peu plus la pureté et la non-violence qu'un mec baraqué en col roulé. Bah ouais. Après, il y a le canal de diffusion qui va permettre à l'image de se propager et d'atteindre tous les types de populations. Mais ça, on verra plus tard. Là, clairement, une de mes photos préférées de Ribou, la fenêtre d'antiquaire. Mais dans toutes les images que l'histoire retient, alors elles ont cette chance incroyable du bon endroit au bon moment, oui, mais si elles atteignent l'inconscient collectif, c'est parce qu'il y a toujours un parfum de Zeitgeist qui s'en dégage. Zeitgeist, c'est ce terme allemand. Ces images, elles capturent, symbolisent, encapsulent à elles seules l'esprit du temps d'une période donnée, et qui souvent la clôture. En ça que cet esprit du temps, quand on l'appréhende, il est déjà précurseur d'une nouvelle transformation de la société, d'un nouveau paradigme. Je vais te situer. Pour moi. Ah oui, parce que, alors en fait, je précise, pour moi, dans cette vidéo, depuis le début, c'est juste mon opinion. T'as le droit de pas être d'accord, mais viens pas chouiner dans les commentaires, tu dis pas que. Si t'es pas d'accord, c'est une opinion, comme la mienne, c'est pas des faits, donc...
N'importe quoi, mais t'as un quoi. C'est même super intéressant si tu partages pas mon avis et que t'as des arguments. Mais voilà, tu peux l'exprimer poliment. Hein. Je sais que c'est pas comme ça que marche Internet, mais c'est un peu le zoo en ce moment les commentaires. Donc, pour moi, Vraiment pour moi. Ouais. voilà où je situe la dernière image iconique d'un des derniers grands bouleversements qui a profondément bousculé nos sociétés. Cette photo, c'est celle de l'homme qui tombe, prise le 11 septembre 2001. La photo d'une chute sans fin. Mon Dieu, cette photo. Je me retiens d'en faire encore un aparté parce qu'il faudra en discuter pendant des heures. Il faudrait que je fasse une vidéo sur cette photo un jour et sur l'histoire qu'il y a derrière. T'imagines pas l'histoire c'est... En quoi elle est différente de toutes les autres. Wow, ça me démange. Bon, on se concentre. Pourquoi cette photo est la dernière de son genre et pourquoi les images ne sont plus iconiques. Alors tu vas me dire, oui, l'homme qui tombe, ok, changement de paradigme, nanani, nanana. Mais il y a eu des événements qui ont mondialement transformé notre société depuis cette date. Oui, mais pour quelles images ? Et je vais donner un exemple très concret. Et il y a quelque temps, le monde a été secoué par une petite grippette un peu costaude. Et là, ferme les yeux et pense à une image qui nous a tous marqués collectivement et qui illustrerait un confinement mondial, une première dans toute notre histoire. Déjà, mens pas, va peut-être falloir réfléchir un peu plus. Et s'il y a quelques photos qui te reviennent, ok, mais si on demande à 100 personnes, combien vont penser à la même ? Ah oui, je me souviens, il y avait des photos des villes vides, etc. Ok, laquelle ? Cette réflexion, moi je l'ai eue en 2015 avec la photo du petit Elan, le petit migrant qui était échoué sur la plage. Quand je l'ai vue, pour moi, on avait une photo terrible qui allait devoir rentrer dans l'histoire, dans les mémoires collectives, comme celle de Kevin Carter, la fillette et le vautour. Oh, et il faut que je fasse une vidéo sur cette photo et sur l'histoire de Kevin Carter, vraiment, parce que... Bon, ok, on avance. Donc, je pensais qu'elle rentrerait dans l'histoire. Elle a marqué tout le monde ce jour-là. Le lendemain, on était tous passés à autre chose. Le surlendemain, tout le monde l'avait oublié. Vraiment, aujourd'hui, quand j'en parle à des gens, il y en a très peu qui se souviennent de cette photo. Alors là, à ce stade, ton argument, ça pourrait être oui, Nico, mais c'est le temps qui transforme une œuvre en icône. La façon dont elle s'inscrit dans l'histoire, c'est forcément corollaire à une durée longue. Oui, je suis partiellement d'accord, et oui, il y a de fortes chances que mon opinion, il est juste biaisé par le fait que je suis piégé dans mon époque, et que j'ai pas de recul pour juger notre propre temporalité, oui, on est en plein dedans. Ou alors c'est juste le vertige de la nostalgie, si ça se trouve je suis juste tombé dans le piège du « c'était mieux avant ». Alors déjà, ça y est, oui, j'ai décidé d'embrasser ma propre boomérisation, donc oui, c'était mieux avant, voilà. Nous déjà quand on était jeunes, on disait pas quoi couper ou t'allais crampter, T'allais crampter ? Nous on n'inventait pas des expressions qui veulent rien dire juste parce que ça nous faisait rire. Ouais, jamais. Pas coupé. Cependant, je pense que j'ai quand même 2-3 arguments pour soutenir ce que je dis. Déjà, je dis partiellement d'accord parce que la plupart des images dont on parle, elles ont eu un retentissement énorme dès leur publication. Mais surtout, je pense que le problème aujourd'hui, il n'est pas en rapport avec la force d'une image, son zeitgeist. Le problème sont les canaux de diffusion. La diffusion d'une information en presse papier, elle avait une temporalité et même un rapport physique aux médias qui permettait son intégration en plus de sa visibilité. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, une image peut devenir virale et c'est pas du tout la même chose. Sans parler de sa signification monétaire, plus dans le sens de méthode de diffusion des idées, on dit souvent, à raison, qu'on est passé dans l'économie de l'attention. Arriver à grappiller quelques secondes de l'attention des gens, c'est le plus haut marqueur de valeur dans cette façon de diffuser de l'idée. Et je pense que ce qu'on a quitté, c'était une économie de la mémoire, où ce qui avait le plus de valeur, c'était de rester, d'imprégner durablement les personnes, chose impossible aujourd'hui. Puisque c'est le moment où je suis censé te faire un discours éloquent sur l'infobésité dont on est tous victimes. Qui est gros ? L'image pouvait être marquante quand la source d'information majeure était textuelle et qu'elle était donc un support de compréhension. Elle demandait un effort d'intégration de la part de notre cerveau. Elle peut plus l'être dans une surabondance de stimulation visuelle dont le but premier est de tout simplifier au maximum, de minimiser tout effort du cerveau pour le laisser plus malléable à l'intégration de messages qui tendraient à être plus du côté de la pub que de la diffusion d'idées. Et c'est ce qui à terme a bousillé notre capacité d'attention. Et si on doit donner un exemple paroxystique, l'application qui a craqué définitivement le code des faiblesses de notre cerveau, c'est TikTok. Ah ouais, je t'ai dit, maintenant ça y est, je suis un boomer. Bien sûr que je vais cracher sur TikTok, peu. Et puis je vais te dire, les jeux vidéo on l'a bien vu, c'est comme le cinéma et le rap, ça rend violent. Non, ça je déconne, jouer à Zelda il est super. La réalité perçue par notre conscience est composée par le mouvement. Donc une image fixe, notre cerveau est directement interpellé. Il sait qu'il doit interpréter ce qu'il est en train de voir.
on doit par défaut lire une photographie. Et si tu veux en savoir plus sur la littératie visuelle, je te conseille fortement cette vidéo. Mais une vidéo d'une personne qui te regarde courte, ultra cutée, qui te débite une diarrhée verbale sans nuance, sans complexité, on la consomme. Is there anyone on earth as majestic as me? Es-tu accro à TikTok? Elle laisse pas de la place au discernement. Elle génère de l'affect, positif ou négatif, peu importe, mais c'est que du sentiment, jamais de la pensée. Aujourd'hui, la quasi-totalité des médias se sont réappropriés ce schéma, ou en sont à l'initiative, hein, c'est dur à déterminer, mais ils sont plus dans la réaction à l'actualité et à sa fictionnalisation qu'à la recherche de compréhension ou d'interprétation du réel. Et si on veut faire un peu de prospection, hein, l'image pouvait être marquante quand, et même si la retouche existe depuis la naissance de la photo, je l'ai souvent répété, mais dans les cas où elle est un média, elle a toujours été tributaire du réel. Et donc oui, ça y est, c'est le point intelligence artificielle, puisque c'est devenu le nouveau point Goodwin d'Internet maintenant. Mais tu vois où je veux en venir. Comment intégrer en nous des images qui seront en surabondance et où on ne saura même pas si elles sont vraiment un moment de capture du réel. Le fait qu'il va être accessible à n'importe qui de générer n'importe quelle image, à terme, le sentiment initial devant chaque photo, ce sera la méfiance. La première question devant une image, ce sera plus qu'est-ce que ça raconte, mais attends, on n'essaie pas de me la mettre à l'envers là ? Et quand tu vois que même une organisation comme Amnesty International se dit que ça peut peut-être être une bonne idée de générer avec une IA des images d'une situation de crise réelle, plutôt que d'y envoyer tous les marque-riboux de la planète, ouais, je pense, pour moi, ça pue. Encore un aparté, pas prévu du tout dans le script initial de cette vidéo, oui je sais, mais il faut que je te raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours et qui illustre un autre point dont il faut parler et qui montre aussi que les médias actuels empêchent de facto la diffusion d'images iconiques. Une de mes vidéos a été définitivement supprimée sur YouTube à cause d'une seule photographie. Et tu vas me dire, oui, je suis sûr que je vois, t'as fait des vidéos de photos un peu dénudées, le corps des femmes c'est satanique, tout le monde le sait, tu l'as bien cherché. Et non, c'est pas ces vidéos-là, elles sont encore là, bon, je pense pas qu'elles vont passer entre les gouttes encore bien longtemps, mais pour l'instant, c'est pas celle-là. Revenons en octobre dernier, c'est Halloween, et je décide de céder à la mode des icebergs parce que j'ai pas de personnalité, je suis un suiveur moi. Bref, je fais de l'iceberg des photos les plus terrifiantes de l'histoire. Si tu l'as pas vu, désolé, hein, tu peux plus le voir. Si tu l'as vu, tu te souviens qu'il y avait toute une partie sur la représentation photographique de la mortalité. Donc tu vas me dire, oui, mais tu montrais des images de corps décomposés, momifiés, notre propre mortalité, c'est satanique, tout le monde le sait, tu l'as bien cherché. Eh non, ça passe apparemment, l'image en question qui a posé problème, c'est celle-là. Bon oui, tu peux pas trop voir, hein, mais je vais quand même pas me faire avoir deux fois. Hein. En 1947, une jeune femme met fin à ses jours en sautant de l'Empire State Building. Cette photo, qu'il va falloir trouver par toi-même sur internet, elle est prise par le photographe Robert Wiles. Avec ce cadre et cette atmosphère atrocement paisible qui s'en dégage, l'image va être imprimée par le Time Magazine sous le nom The Most Beautiful. Elle deviendra même tellement iconique que quelques années plus tard, Andy Warhol va en créer une œuvre nommée Fallen Body. Et cette image rentre donc dans les musées. Elle devient partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. Et pour les 20 secondes où cette photo apparaît dans une vidéo de 35 minutes, c'est toute la dite vidéo qui est supprimée sans recours possible. Parce que YouTube possède des outils intégrés qui m'auraient permis, avec un avertissement, de flouter ou couper la partie incriminée. Non. Après 8 mois d'existence sans problème, elle est supprimée. Et toutes les très bonnes stats qui allaient avec, les plus de 85 000 vues, les commentaires dithyrambiques, tant pis pour moi, oui. Mais ce que ça veut dire, déjà, d'accord, elle illustre un thème polémique, enfin difficile, le suicide. J'ai dit le suicide. Ah oui, désolé, bon même le mot, on va le biper. Je comprends l'intention, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi une manière d'invisibiliser les personnes qui voudraient parler de ce sujet et qui, de fait, pourraient aider beaucoup de gens. Mais bon, là c'est pas notre sujet. YouTube, oui, c'est une entreprise privée. C'est ses règles, si elle veut les changer du jour au lendemain, pourquoi pas. Même si, au vu de sa taille, on parle quand même du second moteur de recherche au monde, on peut se demander quelle est leur responsabilité en tant que média. Quand une photo qui est exposée dans des musées, on peut pas la diffuser. Simplement à cause de la sensibilité du sujet. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire cet aparté parce qu'il va me falloir des heures pour expliquer mon point de vue, et puis en plus j'ai rien noté. Donc je sais que déjà dans les coms ça va surinterpréter, mais pour moi, Ouais, toi. Pour moi. oui, une image, ou une vidéo, ou une œuvre peut nous choquer, nous émouvoir, nous bousculer.
Une photo iconique peut être perçue et même vécue différemment selon la sensibilité de chacun. Je te redonne par exemple la fillette et le vautour. Et vraiment, faut que je fasse une vidéo sur ce sujet. Vidéo qui sera sûrement supprimée, mais bon, on touche là à un vrai problème qui concerne YouTube, TikTok, tous les réseaux. Leur rôle ambigu, à la fois d'agrégateur et d'éditeur. Alors attends, avant que je me lance, ce serait faux de dire qu'avant, il n'y avait pas de censure ou d'autocensure. Un photographe qui prend en photo un événement majeur, il sélectionne les photos qu'il va montrer au monde. Les médias choisissent les photos qu'ils pouvaient, selon eux, publier ou non. Et qui choisit ? Des éditeurs, des gens dont c'est le métier. Ce qui veut dire que derrière, il y a une réflexion. Alors, attention, justifié ou non, tu peux être d'accord ou pas, c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion humaine derrière la publication d'une photo choc. Parce que ces éditeurs, ils savent qu'une photo peut choquer, et parfois doit choquer, bousculer ou émouvoir. Mais ils savent aussi que certaines choses, elles sont pas montrables en l'état, sans un contexte, sans information supplémentaire. Et les réseaux sociaux, ils font pas ça, ils peuvent pas faire ça. Leur fonction d'agrégateur, de support de diffusion immédiat, les en empêche. Un ado qui filme, photographie un événement majeur qui potentiellement peut faire du buzz, comme on l'a vu peut-être récemment, il se pose assez peu de questions sur la légitimité à partager, sur le contexte à donner, d'où les bad buzz ou les gens qui pourraient en profiter pour faire leur propre réinterprétation de ce qui s'est passé. Autre exemple, la vidéo d'un couillon qui se filme en se moquant des gens qui se sont pendus dans la forêt des suicides au Japon, ça n'a pas la même portée, la même symbolique que la photo de Robert Wiles. Et comment ils font nos amis les réseaux pour se prémunir contre ça, hein ? Parce que ça les touche pas au cœur ou à la morale, mais au portefeuille, parce que ce genre de contenu fait fuir les annonceurs. Et en aseptisant au maximum tous les contenus, en créant des règles arbitraires qui empêchent une photo présente dans des musées d'être diffusée. Moi sur TikTok par exemple, c'est une image de John Lennon qui avait fait supprimer ma vidéo. Aucune grande photo iconique ne le deviendra par la voie des réseaux sociaux. Aucune peut passer ce filtre. Et qui sait, est-ce que cette vidéo elle-même, elle finira pas supprimée un jour ? Parce que une update prochaine de l'algo, qui déciderait d'un coup que des gens pointant des fusils à baïonnette sur une jeune femme non armée, c'est une image qui choque, qui bouscule la sensibilité d'un trop grand nombre de personnes. Je te l'ai teasé tout à l'heure, il est temps que je te parle de l'image la plus partagée au monde et elle date de 2014. Et du coup, selon ma théorie, je peux t'affirmer que t'as pas retenu cette photo. Alors bien sûr, en la voyant, ça va te revenir parce que tu l'as déjà vue, mais elle t'a pas marqué, elle t'a pas imprégné. Et pourtant, alors qu'elle a aucune valeur esthétique ou même informative, la symbolique de cette image, son zeitgeist, tellement représentatif de notre époque. On est le 2 mars 2014, Ellen DeGeneres passe de table en table durant la cérémonie des Oscars et motive Meryl Streep à rassembler d'autres actrices et acteurs pour une photo. Bon, c'est de mauvaise qualité, mais on y reconnaît des grandes stars comme Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts. C'est Bradley Cooper qui tient l'appareil et prend la photo. Il est incapable de cadrer correctement pour faire apparaître autre chose que l'œil de Jared Leto, là dans le coin. Il y a que Kevin Spacey qui semble comprendre qu'il faut regarder l'objectif et non son propre reflet dans l'appareil. La vacuité de cette image, ça l'empêche pas d'être la plus partagée de Twitter, plus de 3 millions de fois. Elle fait même planter le réseau pendant 20 minutes. Jennifer Lawrence dira plus tard qu'elles auraient dû montrer un sein, elles auraient carrément pu faire planter Internet. Alors Jennifer, si tu regardes cette vidéo, autant je rage quand ma Freebox se plante, mais là si tu veux casser Internet, y a pas de problème, on est tous d'accord. Je veux dire tous, l'humanité ensemble, on s'est tous concertés, on est ok. Cette image, elle représente à elle seule tous les grands bouleversements photographiques de ces dernières années. D'abord le selfie, la mise en valeur de sa propre image. La photo, elle a plus vocation à capturer le réel commun, même dans sa banalité, mais à fictionnaliser les individualités. Elle représente aussi la puissance de propagation des réseaux sociaux, le passage à la viralité et à l'économie de l'attention. Et le plus fantastique, c'est que ce moment convivial, que tu as envie de partager, c'est une pub. Il s'agit en fait d'un placement de produit pour un téléphone Samsung, placement que certains estiment entre 800 millions et 1 milliard de dollars au niveau de la visibilité que cette photo a eue. Samsung avait juste fourni le téléphone à DeGeneres, elle l'a utilisé que cette soirée avant de reprendre son iPhone. Histoire vraie. Le zeitgeist est incroyable. La photo, elle est présentée devant les yeux de milliards de personnes. Et pourtant, elle va pas vraiment rentrer dans la mémoire collective. En tout cas, pour moi.
Et pendant ce temps-là, combien de jeunes filles à la fleur sont perdues dans un océan de données numériques dont le flux ne s'arrête jamais? Il y a une citation de Ribou qui résonne beaucoup en moi. La photographie ne peut changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand il change. Et il avait raison, Marc, mais à son époque. Aujourd'hui, je pense que le monde change si vite que même une image fixe n'est plus capable d'en ralentir la cadence. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, hein? Est-ce que pour toi, TikTok c'est caca? Est-ce que Jennifer Lawrence devrait pas tout simplement éteindre Internet pour nous en débarrasser? Je suis très impatient de lire les commentaires, je t'avoue. Un grand merci à Emmanuel du Musée des Confluences. Voilà, j'ai envoyé un petit mail un peu au culot. Ils m'ont dit bah ok, tu peux venir tourner avant l'ouverture, donc merci. Va voir cette expo Ribou au Musée des Confluences à Lyon, va voir des expos en général, hein. Si t'as un cahier de vacances pour photographe, c'est ça. L'expo est super, les tirages fantastiques, Ribou, voilà, photographiquement, humainement, c'est quelqu'un de passionnant. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que le Musée des Confluences, en fait, c'est plutôt un musée d'histoire naturelle et civilisation, et je trouve ça cool qu'ils fassent une expo photo. Donc voilà, si ça rencontre un grand succès, j'imagine qu'ils voudront en faire d'autres. Et ça apporte la photo à un public pas forcément initié, qui fréquente pas forcément les galeries photo. Et ça, c'est très bien. Oui. Hey, mais c'est la fin de la saison, dis donc. Break estival, donc merci d'avoir été là. Généralement, je fais un petit bilan, mais je te propose qu'on fasse ça en live dans quelques jours / semaines, voir ce qu'on peut faire à la rentrée, si YouTube m'a pas définitivement saoulé, et puis répondre si t'as des questions. Voilà, je te tiens au jus sur Instagram. Et puis, puisque c'est la dernière, on va se mettre la petite couche de confiture youtubesque. Mais un j'aime, c'est très important pour me soutenir. Abonne-toi, je vois que 50% des viewers ne sont pas abonnés à cette chaîne. J'en sais rien, je suis pas allé regarder dans les stats. Je m'en fous un peu en fait si t'es abonné ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que tu regardes mes vidéos, ou du moins celles qui t'intéressent. Donc voilà, si on vivait dans un monde où l'algo YouTube était efficace, écoute pas ce que je dis, c'est crucial. Abonne-toi, mets la cloche, oui. Allez, see you mate, bonnes vacances et fais de belles photos.